Aujourd'hui, je pense qu'on est tous en quête de sens. Et la quête de sens, elle passe aussi par jouer le jeu un peu. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des meilleurs dans chaque domaine afin que nous puissions nous en inspirer. Cette semaine, j'accueille Didi Paris. Didi, de son vrai nom Delphine Desneiges, est la première influenceuse à passer sur Nouvelle École. Elle était l'une des premières françaises à créer un blog sur lequel elle partage ses conseils et son mode de vie depuis plus de 13 ans. J'avais des dizaines de questions à lui poser, elle m'explique comment elle s'est lancée, on parle de son métier d'influenceuse qui cristallise les fantasmes, elle détaille les dessous de cette activité, les bons côtés comme les difficultés, on parle de son processus créatif, de son syndrome de l'imposteur, de comment rester sincère et intègre. Enfin, elle donne tous ses conseils à ceux qui voudraient se lancer. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Oh bah tu te fais clasher, tu te fais bâcher parce que de toute façon, quand t'es blogueuse, t'es forcément une dinde décérébrée qui gagne des millions en parlant chiffon. Donc, et puis en plus, tu fais un métier qui, a priori, n'est pas vraiment pénible, tu vois, du moins en apparence. Donc, t'es pas à l'usine, t'es pas au 3-8, donc t'as pas le droit de te plaindre, et surtout, tu gagnes de l'argent en faisant un truc qui est pas vraiment un métier, tu vois. Donc c'est sujet à polémique, très souvent. Bah justement, j'avais envie de te parler de ça. Donc, je suis Alors avec Delphine. Il faut vraiment que j'arrête de tousser comme ça. En plus, ça donne un peu de profondeur. Tu crois, ouais, c'est une sorte, on dirait surtout que je fume, alors qu'en plus, je ne fume pas. Je suis avec Delphine Desneiges, on dit comme ça. Ouais. Donc Didi, pareil. Ouais. Merci de Bravo, venir sur tu n'as Nouvelle pas École. dit Dédé, parce qu'il y en a qui disent Dédé. Mais bref, je suis de la génération Y. Quand même. Donc Didi, je vais dire après tout ce que tu fais, mais en fait, à la base, tu es blogueuse. Journaliste. Ouais. Journaliste. Bon, c'est vrai que avant d'être blogueuse, t'as bossé dans les médias assez longtemps. Bah, en fait, c'est un peu l'inverse. Quand j'étais en dernière année d'études, j'étais à Sciences Po et en fait l'idée c'est que j'étais plutôt dans une branche communication que journalisme, mais j'écrivais déjà un peu parce que j'ai toujours aimé écrire et je pigeais un peu pour Paris Étudiant qui a été depuis racheté par Le Parisien. Et un jour, je préparais mon mariage, je faisais mon mémoire, c'était un peu un all-in, je cherchais un taf et je terminais mon stage de fin d'études avec le fameux mémoire de 120 pages et je me disais, tiens, notamment sur toute la partie recherche pour le mariage. Donc, je ne sais pas si tu as goûté déjà à ces joies-là. Recherche pour le mariage. Voilà. Non. Donc c'est. Je suis plus dans la partie recherche de partenaires là. c'est un bon début. Ça commence comme ça. Ça commence par là en général. Ouais. Voilà. J'essaie de pas brûler les étapes, quoi. C'est pas mal. Ça peut servir. Mais du coup, je cherchais. Tu vois, tu cherches un lieu, tu cherches des prestats pour offrir à manger à tes invités. Après, il y a la fameuse liste de mariage. Alors, tu fais des recherches, etc., etc. Et toutes ces recherches, ça prend quand même pas mal de temps. Et je m'étais dit. J'aimerais bien les partager finalement parce que perso, en tant que moi lectrice ou en tout cas future mariée, j'aurais aimé trouver, tu vois, quelque part cette info-là. Ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Et donc je me suis dit, ça va pas intéresser Paris Étudiant, forcément, parce que je pigeais plutôt en culture, donc cinéma plutôt et expo. Parce que t'avais fait le CELSA aussi, non ? Ouais, juste avant Sciences Po, ouais. Et voilà, et en fait, du coup, je me suis dit, je vais écrire, faut bien que je les mette quelque part. Donc voilà, les blogs, c'était pas du tout connu à l'époque. Et j'ai ouvert un Canal Blog, parce que c'était une plateforme 2005, clé en main. C'était en 2005, en mars 2005, donc il y a 13 ans tout pile. Et puis après, de fil en aiguille, j'avais envie de livrer plus de chroniques que ce que je faisais. J'avais pas envie de parler exclusivement mariage, parce que ça m'intéressait ponctuellement, mais je savais très bien que c'était pas quelque chose sur lequel j'avais envie d'écrire, tu vois, à long terme. Donc, j'ai commencé à faire des chroniques sur le blog Lifestyle, ce grand mot galvaudé qu'on adore, mais donc plutôt expo culture, puis mode beauté, voilà. Lifestyle, c'est le mot que tout le monde utilise pour tout dire en même temps, c'est ça ? C'est un mot valise ou... C'est comme parfois bienveillance, tu vois. Ça peut être très galvaudé. Ouais, et c'est pas dit ça en plus avant de commencer l'interview ? Si, mais moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup aussi, la bienveillance. Ouais. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est un vrai truc quand même. Ouais, c'est un vrai truc, mais qui est... En fait, c'est marrant parce que t'es pas la première personne à me dire ça récemment. Je savais pas que bienveillance, c'était devenu un truc un peu galvaudé. En fait, je pense que ça peut être mal interprété par beaucoup de personnes et ça fait partie de ces concepts un peu à la mode. Tu vois, un peu tendance, et du coup ils sont utilisés par beaucoup de médias, un peu à tort et à travers, et je pense que parfois tu peux perdre un peu, si justement, toi ça te parle, moi ça me parle, donc quand on utilise bienveillance, on sait un peu ce qu'on met derrière, et finalement on n'a pas besoin d'épiloguer 3 heures, mais t'as beaucoup de gens du coup qui peuvent peut-être se fourvoyer, tu vois, et mettre des choses derrière qui correspondent pas forcément à la bienveillance, voilà. Donc lifestyle c'est un peu pareil, c'est un peu le grand fourre-tout.
où tu te dis, enfin, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens en réalité si tu reconnectes pas un tout petit peu au concept de base, qui est pour moi, tu vois, parler de plusieurs sujets. Je me suis jamais cantonnée à un seul type de sujet parce que je suis quelqu'un d'un peu curieux et j'aime pas m'enfermer dans des petites cases. Donc, tu vois, j'avais pas envie qu'on me dise, bah ouais, toi, t'es une blogueuse mode. Ouais, je parle de mode, mais moi, en général, c'est plus la tendance où tu vois c'est plus la mode en tant qu'expression de soi ou d'un autre qui va m'intéresser plus que de dire, alors, cette année, c'est la Boots Cowboy qui est à la mode, il faut absolument que vous ayez des Boots Cowboy. Voilà, c'est plus, peut-être sociologiquement, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça parce que je fais pas une étude, tu vois, sociologique de la mode, mais plus, voilà, comment tu t'appropries la mode au quotidien pour exprimer quelque chose de toi. Donc voilà, la beauté, ça va être par exemple, moi je suis consommatrice, j'achète des choses, j'en reçois aussi évidemment, mais je consomme, je suis une consommatrice et voilà, j'aime bien aussi partager mes découvertes sur tel ou tel produit que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, à contrario. Les sorties, c'est pareil. Je trouve que c'est hyper sympa d'aller sur un blog et de se dire tiens, j'ai envie de me faire un resto avec 3 ou 4 potes comme ci comme ça à tel endroit, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Je trouve que c'est agréable d'avoir des nouvelles adresses. Mais quand tu l'as lancé, tu te disais que tu allais faire plein de choses comme ça différentes ou... J'ai jamais trop anticipé en fait. En vrai, quand je l'ai lancé en mars 2005, on était 2 en France. Ouais, il y avait un autre... Comment ça s'appelait? C'était... Il y avait une deuxième blogueuse, Hélène, mon blog de filles, qui aujourd'hui est très connue sur YouTube. Elle fait beaucoup de tutos beauté. Elle est exclusivement blogueuse beauté. Mais on était 2. Donc, si tu veux, tu avais des blogs de recettes de cuisine, tu avais des blogs geeks, dits geeks, donc jeux vidéo, tu avais quelques blogs analyse, e-marketing, etc. Mais le blog dit de femmes, tu n'avais pas. Donc, c'était assez intéressant, en fait. Et c'était fou, en fait, quand on y repense. On est resté pendant 6 mois à 2. Voilà. Mais il y avait des blogs comme ça qui existaient aux États-Unis, par exemple. Ouais. Toi, tu suivais des choses comme ça déjà? Moi, j'ai dans ma famille une fille qui est assez précurseur aussi. C'est la femme de mon cousin qui a monté bien avant moi, parce qu'elle vivait à un moment aux États-Unis, un blog de cuisine. C'est Chocolate and Zucchini, Clotilde Dussoulier. Et je sais pas si c'est elle qui m'a inspirée ou pas. Enfin, c'est une personne inspirante, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que c'est elle qui m'a ouvert la boîte de Pandore, en tout cas, et qui m'a fait voir qu'il y avait effectivement des blogs qui pouvaient exister. Tout court, tu vois. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de continuer? Il y a eu un succès, enfin, les gens sont venus, ou c'est que ça t'amusait de le faire? Déjà, ça m'a toujours amusé de le faire et je me suis toujours dit, et ça marche encore aujourd'hui, que si ça devenait une contrainte et si ça me plaisait plus et si c'était chiant et si, j'arrêtais. Donc, c'était assez simple. On voit toujours la partie immergée. Il y a beaucoup de fantasmes qui entourent cette profession, parce que c'en est une. Ouais. Et en réalité, c'est quand même beaucoup de boulot. On se rend pas forcément compte. C'est quoi les fantasmes? Je te dis, on est riche à millions, on reçoit des cadeaux toute la journée, on est invité dans des trucs super. Il y a une partie qui est vraie, bien sûr. Parce que pour le coup, moi, en préparant, c'est vrai que j'avais un peu... je pense que j'avais un peu des a priori qui n'étaient pas ni négatifs ni positifs, mais juste je me disais, ça a l'air assez cool et tout. Et donc, je commence à préparer l'interview et je vais voir ton blog et je fais... Il est quand même dense ce blog, il y a quand même beaucoup de trucs dessus. Et je lis les articles, et d'article en article, je me dis, mais en fait, il est infini ce blog. Et en effet, je vois que ça fait 13 ans. Sortez-moi de là! Non, mais c'est pas ça, mais je vois que ça fait 13 ans que ça existe. Ouais. Et ensuite, je vois que tu as aussi tes comptes, tu as aussi tes réseaux sociaux, tu as certainement une newsletter ou un truc comme ça. Tu as le lieu que tu as créé à Paris, Didi, où tu mets en relation les influenceurs, les annonceurs, les gens qui les suivent, les lecteurs, etc. Je vois que tu as bien révisé, ça fait plaisir. Ah ouais, j'arrive en ayant... Mais t'as vu, c'est marrant parce que sur la première question, je me suis trompé immédiatement. Enfin, tu m'as dit non, c'est pas ça, tu vois, j'étais là, mince. Et donc, je regardais ça et je me disais, mais en fait, tu travailles tout le temps, en fait. Et je me demandais, quel est ton mode de vie, comment ton temps est réparti, parce que clairement, j'ai pas l'impression que finalement, tu passes tellement tes journées à recevoir des cadeaux et à boire des pina coladas, quoi. Franchement, c'est un chouette métier. Sinon, je le ferais pas. Je l'ai choisi. On a tous le choix dans la vie. Et si ça me plaisait plus, si c'était trop pénible, j'arrêterais. Je ferais autre chose. Ce que j'ai fait d'ailleurs pendant un moment, parce que j'ai été rédactrice en chef du site de Cosmo pendant 7 ans, en plus du blog. C'était très cool. J'avais encore moins de vie, mais c'était vachement intéressant. Peu importe. Toujours est-il que je pense que je suis entrepreneuse avant tout. Et que comme tout entrepreneur, j'ai des journées de dingue. Mais ça, c'est quel que soit en fait le sujet, si tu veux, sur lequel tu travailles. Donc moi, il se trouve que c'est le blog.
Tout part du blog. En fait, maintenant Didi, c'est une marque. C'est assez fou et j'ai mis beaucoup de temps en fait à réaliser ça. J'ai dû bosser avec des coachs d'entreprise, etc. Parce que Comment ça veut dire quoi? pour moi, c'était un loisir au départ. Et aujourd'hui, c'est différent. Je pense que quand tu crées un blog, tu as le choix de te dire « Ok, je vais essayer d'en faire mon métier ou je le garde au rayon du loisir. » Moi, j'ai pas eu ce choix-là, en fait. Enfin, je l'ai eu après de fait, si tu veux. Mais globalement, il était hors de question. Tu m'aurais dit, il y a 13 ans, quand j'ai créé le blog, ça sera ton métier et ça sera ta source de revenus principale. Je me serais dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, on nage en plein délire, si tu veux. Pourquoi à l'époque, c'était vraiment impensable? Mais parce que, moi, tu vois, mon blog, je l'ai ouvert en 2 secondes 30 et je l'ai ouvert dans mon coin. J'ai pris Didi. Parce que c'est le surnom que me donne ma famille et que quand il a fallu donner un titre, j'ai pas réfléchi, tu vois, plus loin que le bout de mon nez. Je me suis dit, ok, quel titre je vais donner à ce blog? Ok, Didi, c'est mon surnom. Ok, j'y vais, tu vois. Et je me suis pas dit, est-ce que c'est référençable? Est-ce que pour le SEO c'est bien? Est-ce que ça va parler aux gens? Tu vois, Didi, il y en a plein qui l'écrivent DIDI. C'était peut-être pas un bon choix stratégique de choisir, tu vois, de l'écrire à l'anglo-saxonne. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que du coup, par exemple, pour les gens qui écoutent, en même temps, c'est hyper libérateur de se dire que tu l'as justement fait en 2 minutes sans réfléchir et que c'est devenu ce que c'est devenu, tu vois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pression mise sur le lancement. Tu sais, souvent, le premier truc que tu fais, genre quand tu lances, il faut que ce soit parfait. Ouais. Et en fait, on se rend compte que toi, ça fait 13 ans que tu fais ton blog. Moi, je trouve ça incroyable. 13 ans. Moi aussi. Il y a 13 ans, je sais pas, t'étais même pas né. Peut-être même jamais embrassé une fille, je sais pas. Possible. Mais tu vois, c'est dingue, quoi. Bref. Ouais, c'est dingue. Mais c'est effectivement ce que tu dis. Il y a une partie géniale, même si aujourd'hui c'est différent parce que évidemment le marché entre guillemets est pas du tout le même. Et aujourd'hui, quand tu crées un blog, déjà tu dois te poser cette question: est-ce que j'ai envie de l'emmener quelque part autre? Enfin, tu vois, est-ce que tu t'astreins un objectif, qu'il soit mercantile ou pas d'ailleurs, hein, juste voilà, ou est-ce que tu décides de le laisser au rayon des loisirs? Et auquel cas, tu te mets un peu moins l'impression aussi, de fait. Après, je pense que même si tu le laisses au rayon des loisirs, moi, je suis quelqu'un d'assez exigeant et perfectionniste. Donc, même si je l'ai créé en 2 secondes, tu vois, assez rapidement, j'ai essayé de pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. Encore aujourd'hui, évidemment, je fais hyper gaffe à ce que j'écris. Je fais des fautes d'orthographe, ça me rend ouf. Voilà, bref, tu vois, je pense que ça dépend évidemment de ton niveau d'exigence par rapport à toi-même avant tout et par rapport à ce que tu as envie de livrer à quelqu'un. Et à l'époque, c'était peut-être un tout petit peu plus facile parce que, en fait, je crois que je me suis pas rendu compte, ça va te paraître complètement dingue, mais je me suis pas rendu compte que je pouvais être lue, tu vois. Et je faisais un peu mon délire dans mon coin. Je me suis dit, ouais, ok, j'ai envie d'écrire, j'écris, je partage des trucs. Tu vois les statistiques quand même, non? J'ai jamais été une fille de chiffres. Donc je suis assez éloignée des stats. Je regarde globalement quand même pour essayer de produire des contenus qui plaisent, parce que quitte à travailler dessus est dur, autant quand même que ça parle à quelqu'un et au plus grand nombre possible évidemment. Mais tu vois, au début, je crois que je savais même pas où était l'onglet statistique, tu vois, dans Canal Blog. Donc voilà, après ça a été assez vite parce que c'est un phénomène dont les médias se sont emparés. Quand t'es le premier, ben forcément, on vient te voir pour que tu expliques. Le fait que tu te sois pas rendu compte que des gens te lisaient potentiellement, ça t'a libéré, ça t'a permis de produire des choses plus naturelles. Je pense. Et tu vois, j'ai eu une espèce d'épiphanie. Là encore, ça va te paraître complètement peut-être idiot, tu vois. Mais en fait, je suis quelqu'un d'assez, malgré tout, je donne pas tout sur les réseaux sociaux. Je protège beaucoup ma vie privée, en fait. Par exemple, il y a aucune photo de mon mec sur Internet. Il tient à sa virginité des internets et je le respecte énormément, déjà pour lui, parce que voilà, il choisit, il fait ce qu'il veut. Et moi, je juge pas ceux qui, tu vois, mettent un peu moins de limites entre leur vie privée et leur vie publique. Moi, en attendant, il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec mes lecteurs et que je partage de fait. Néanmoins, lui, par exemple, j'ai pas envie de le partager avec mes lecteurs. Et pourquoi je te dis ça? Juste que, tu vois, sur tout ce délire de mariage, donc j'avais partagé des tableurs Excel tu vois, je suis pas chiffre, mais je fais des Excel. Par contre, me parle pas de croisée dynamique, s'il te plaît, parce que pourtant c'est le seul truc que je sais faire grâce au seul stage en entreprise française que j'ai fait dans ma vie. J'ai appris à faire un tableau croisé dynamique sur Excel. Mais tu t'en souviens, genre tu pourrais le refaire aujourd'hui? Ouais, je pense que je pourrais. En plus maintenant je sais faire un truc, c'est que je sais regarder des tutos sur YouTube après tout ce que j'ai envie de faire. Donc c'est cool. Ça aussi c'est un truc que j'ai appris récemment. Bref, pardon. Donc non, Excel. C'est intéressant. Donc Excel, les listes de mariage, les comparateurs, etc. Voilà. Et en fait, le mariage se passe et je poste juste une photo de nous, tu vois, vraiment juste une.
Et j'ai réalisé qu'il y avait des gens que je connaissais pas qui me lisaient. C'est débile, hein, mais parce que j'ai eu un commentaire hyper gentil, tu vois, quelqu'un qui me disait vous êtes trop beau, félicitations, tu vois, un truc comme ça. Et je me suis dit attends, c'est pas ma cousine, c'est pas ma sœur, c'est pas ma mère, c'est chelou. Donc j'ai viré la photo parce que je la trouvais beaucoup trop perso en fait. Et c'est peut-être ça qui m'a aidé aussi à, tu vois, à me dire que ouais, j'avais pas forcément envie de parler de tout, de livrer en tout cas mon intimité. Du coup, est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce qu'il y a toi et il y a la marque Didi? Par exemple, ton Instagram, Ouais. est-ce que c'est la marque Didi? Salut, je suis complètement schizo. Non, mais c'est intéressant. J'en avais parlé avec, je crois que c'était avec Mathilde Lacombe aussi de ça. Elle me disait que non, que c'était tout pareil. Mais du coup, parce que moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, par exemple, ne serait-ce que pour mon podcast, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que Nouvelle École, c'est Antonin? Et du coup, quand je dis tout et n'importe quoi, tu vois. Parce qu'en même temps, sur cette émission, je dis un peu de tout et n'importe quoi déjà. Donc, ou est-ce que c'est une marque parce que, par exemple, je te parle et puis on verra. Mais ouais, j'ai un pote qui s'appelle Max, qui fait une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement sur le rap, qui marche super bien. Et lui, pour le coup, vraiment, il a construit une marque qui est assez distincte de lui, et qui fait que les gens peuvent vraiment se l'approprier, tu vois. Le règlement, c'est pas Max, c'est le règlement, et du coup tout le monde s'est approprié la marque, etc., tu vois. Et il y a une vraie séparation. Et moi, c'est toujours une question que j'ai. Bon, maintenant, je crois que je commence à être à aller complètement vers le Antonin et Nouvelle École, c'est pareil, tu vois, à 100%. Parce que je pense que le pire, c'est un peu d'être entre les deux, peut-être, tu vois. Et toi, du coup, c'est comment? Je sais pas, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je connaissais Nouvelle École avant que tu m'appelles. Enfin, avant que je t'appelle, d'ailleurs. Oui. C'est la fille, tu sais, qui rebat les cartes. Ouais, en fait, je sais que tu voulais m'interviewer depuis très longtemps. Quand je t'ai appelé, je connaissais un peu. Je t'avoue que c'est ce que je te disais. J'adore les podcasts. J'aimerais bien en faire un moi-même, mais c'est vrai que pour l'instant, mon équation, c'est trouver le temps dans ma journée d'arriver à écouter un podcast. Peu importe, tout ça pour dire que j'ai pas écouté toutes tes émissions, je vais être honnête avec toi. Et hier, j'en ai écouté une ou deux, mais je voulais pas trop. Je voulais me laisser un peu, tu vois, de latitude sur notre échange à nous avant de la nourrir trop avec de ce que j'aurais pu, tu vois, connaître de ton émission. Tout ça pour dire, parce que j'arrive quelque part, que pour moi, Nouvelle École, c'est vraiment toi, c'est Antonin. Parce que c'est un tout et que finalement, c'est toi qui t'exprimes, tu vois, à travers cette émission. Et moi, je pense que c'est un peu pareil. C'est pas parce que Nouvelle École, c'est Antonin que je vais tout connaître de toi à travers, tu vois, les interviews et les portraits que tu fais de telle ou telle personne. Tu veux pas forcé des selfies de moi en vacances Mais pourquoi pas? Ça pourrait donner un peu de... C'est ça la question, par exemple. Là, je suis arrivé au stade où quand je parle sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un qui est pas d'accord. Vraiment, mais quoi que je dise, quoi. Je dis, il fait beau aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va dire, non, il fait pas beau. Il faisait plus beau la semaine dernière. Enfin, des trucs comme ça. Mais c'est pas forcément un problème. Hein, tu vois, les gens sont pas forcément agressifs. Mais juste, j'en arrive à des moments où je me dis, du coup, est-ce qu'il faut y aller tout chousse et puis de toute façon, il y aura toujours des gens pas contents, ou est-ce que c'est fatigant et tu dis moins de trucs. Tu vois, il y a quelqu'un qui me disait. Ouais, tu devrais garder ton compte perso pour parler de tes trucs perso et parler mais en fait je pense pas, je pense que ça devient vite assez ennuyeux, quoi. En fait, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Alors je te dis ça, moi je m'en pose beaucoup trop, mais c'est peut-être pour ça en fait, tu vois. Non, en fait, je pense qu'il faut être tant que tu es sincère déjà avec toi-même et tu vois, moi j'ai jamais de certitude, je suis plutôt quelqu'un qui doute, mais tu vois, pour répondre à ta question, Didi, est-ce que c'est bien sûr Delphine des Neiges en fait, parce que c'est indissociable et parce que c'est moi et que je mets beaucoup de moi dedans, même si je me préserve aussi beaucoup et que je livre pas l'intégralité de mon moi. Mais toi, c'est pareil. C'est pas parce que tu mets une photo, un selfie de toi en vacances à la plage que forcément ça va lever le voile sur toute ta vie privée. Pour moi, ça va apporter peut-être un tout petit peu plus de profondeur par rapport à ton émission, parce que c'est aussi ce que les gens veulent, si tu veux. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous en quête de sens. Et la quête de sens, elle passe aussi par jouer le jeu un peu des internets et accepter quand même de se livrer dans une certaine mesure. Donc pour moi, c'est juste ça qui est difficile à trouver et j'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Tu vois, hier, par exemple, c'était les 9 ans de mon neveu adoré, mon premier neveu, sa marraine, il est magnifique, je l'adore. Et j'avais envie de mettre en story, tu vois, j'avais retrouvé une petite photo de sa petite main quand j'avais été le voir à la maternité. Et j'avais envie de poster une photo, tu vois, dire joyeux anniversaire, tu vois, un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, là, tu vois, c'est un peu trop perso.
Parce que même si je montrais pas son visage et tout, je me suis dit, putain, les gens, ils s'en foutent, quoi, tu vois. C'est un truc qui est vraiment... Mais est-ce que tu crois que tu es bonne juge de ce qui intéresse les gens? Parce que quand je dis ça parce que quand je sors, souvent je sors des épisodes et je me dis, les gens, ils vont vraiment trop aimer cet épisode. Et je reçois, mais genre, vraiment 0 message, tu vois. Tu sais, genre, ça frustrant. passe... je reçois jamais 0 message, mais tu vois, il n'y a pas de... Et parfois, je sors un épisode et je me dis, ouais, c'était pas mal, mais j'aurais pu faire mieux. Et là, ça cartonne. C'est le buzz, genre, tout le monde vient me dire, c'est génial et tout. Et tu vois, parfois, par exemple, hier, parlons de story, justement. Hier, j'ai posté plein de trucs dans la journée et à un moment, le soir, j'ai posté un truc, mais absurde, tu vois, genre juste une blague ou je sais pas quoi, un truc un peu genre un selfie loose, tu vois. Et en fait, je sais pas, j'ai reçu des dizaines de messages après ce truc-là, tu vois. Donc je pense que les gens, ça les a beaucoup plus fait marrer que finalement tous les autres trucs que je poste en me disant. Et donc, est-ce qu'on est de bons juges en fait du contenu qu'on propose, tu vois? C'est compliqué de savoir ça. C'est hyper compliqué. Parce que tu te dis, est-ce que ça va plaire aux gens ou pas? Et tout à l'heure, juste avant, en plus, tu me disais, faut pas trop se poser la question de si ça plaît ou pas. C'est pour ça que je te dis que c'est important peut-être d'être sincère avec toi-même et de laisser peut-être un peu libre cours à tes intuitions, même si parfois tu peux te tromper. Enfin, moi, ça m'arrivait plein de fois de me tromper. Mais finalement, tu sais quoi, en plus en story, c'est pas très grave, quoi. Tu te plantes, bon bah voilà. Moi, j'essaye juste d'arriver à avoir une bonne interaction avec les gens, leur proposer quelque chose qui leur plaît. C'est hyper important pour moi. Les stories, pour ça, c'est génial parce que t'as une interaction donc, qui est hyper chronophage. Mais ouais, c'est l'enfer. Un délire, hein. Franchement, c'est l'enfer et à la fois, c'est génial. Donc, c'est compliqué de poser des limites. Mais en attendant, pour répondre au contenu qui plaise ou pas, en vrai... Ouais, tu peux regarder les stats, tu peux regarder, mais en vrai, ça t'apprend rien. Enfin, moi, j'arrive pas à savoir, je suis exactement comme toi, tu vois, sur Instagram, je vais poster une photo en me disant, alors là, elle va cartonner, genre, je sais pas, elle apporte une info, elle apporte un divertissement, la photo, elle est trop belle, tu vois, bon, et ça marche pas. Et à contrario, comme toi, pour tes émissions, il y a d'autres photos où je me dis, bon, ok, tu sais quoi, je la poste là, on verra bien. Et en fait, ça marche. Donc, c'est compliqué de savoir ce qui va vraiment fonctionner, quoi. Bah ouais, d'autant que ce que j'aimerais... Le stade auquel j'aimerais arriver, je crois, c'est juste poster les trucs que j'ai envie de poster sans me dire est-ce que ça va plaire ou pas, parce que finalement, je me le dis et je pense que tout le monde se le dit. Tu vois, quand tu postes un truc sur Internet, en fait, il y a forcément un besoin que les gens trouvent ça cool, sinon tu posterais pas un truc sur Internet, je pense, dans la logique du truc. Et un minimum, quoi, tu vois. Mais justement, je pense que ce serait intéressant si tu pouvais arriver à poster quelque chose juste pour le côté un peu artistique du truc, tu vois, le côté spontané, vérité. Et moi, c'est plus vers ça que j'aimerais aller, tu vois. Donc, peut-être pour ça, il faut peut-être carrément pas du tout regarder les statistiques. Alors, en vrai... Et après, j'ai peur de me retrouver avec le compte Instagram de Jean-Michel qui met genre des photos quand il est au supermarché et tout, tu vois. Non, mais vraiment, en plus. Ouais, mais non, parce qu'en fait, tu sais très bien que tu tomberas pas là-dedans. Tu tomberas pas dans cette facilité. Parce que t'es trop, je pense, on se connaît pas, mais d'après la discussion qu'on a là, ou tu vois ce que j'ai pu écouter un peu, du coup, en faisant moi aussi mes devoirs, t'as l'air d'être aussi quelqu'un d'exigeant. Donc, je pense que c'est justement parce que t'es quelqu'un d'exigeant, tu tomberas pas dans certains travers qui feront que, oui, ça intéressera moins ta communauté parce que forcément, ça sera un peu décorrélé du sujet de base. Mais tu vois, justement, ce qui est hyper intéressant, moi, j'ai pris une petite claque là sur Instagram parce qu'il y a un nouvel algorithme depuis juin l'année dernière. Et avant, je gagnais à peu près 200 followers par semaine. Donc, j'étais sur une courbe ascendante, nickel, tout allait bien. Et puis, tu as un côté, tu sais, ça fait appel un peu à ta satisfaction personnelle. Tu vois, tu es là genre, ouais, j'ai de plus en plus de followers, c'est cool. Ça te fait plaisir parce que, comme tu le dis, enfin, tu vois, si poster un contenu, s'il n'est pas lu, liké ou commenté, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, à ce moment-là, tu l'écris sur un cahier ou dans ton coin, tu fais un Word sur ton ordi. Et en fait, ce que tu recherches quand tu vas exposer ton travail, c'est évidemment l'interaction. Donc, si t'as pas d'interaction, c'est hyper frustrant parce que tu te dis, OK, bah, en fait, c'était pas intéressant. Ce que j'ai fait, c'était nul. Donc, en plus, tu commences à te dire, OK, je vais me mettre en PLS et je vais arrêter, je vais aller faire autre chose. Mais au-delà de ça, tu te dis, bah, quitte à bosser, autant que mon travail, il soit vu, tu vois. Au moins, même s'il plaît pas, au moins qu'il soit vu, tu vois, qu'il y ait un échange, qu'il y ait quelque chose. Et à la fois, donc tu vois, moi j'ai pris cette petite claquounette parce que. Qu'est-ce qui se passe du coup, les gens te voient Donc en moins, fait, tu sais, c'est un nouvel algorithme d'Instagram qui a déjà un peu évolué, hein, parce que c'est un peu fréquent chez nos amis de Facebook. Mais en gros, l'idée c'est que déjà, enfin si tu veux, il y a eu un nouvel algorithme qui a arrêté d'afficher. Enfin, t'as eu un truc hyper compliqué de calcul qui est à moitié fantasmé. Tu sais, c'est jamais tout à fait limpide. Moi, d'après ce que j'ai compris, en gros, ça dépend du nombre de likes que tu récoltes dans les 10 premières minutes, qui font que ta photo est populaire ou non, en fonction des hashtags que tu vas utiliser. Mais oh wait, t'as une liste
liste de 113 000 hashtags aujourd'hui qui sont blacklistés. Typiquement, tu as beauty blogger, tu vois, c'est des trucs... Ah, il y a des hashtags blacklistés? Ouais, tu as des hashtags qui font que tu ne remontes pas, en fait, ta photo est mise dans un coin, quoi, sous le tapis. Facebook décide que cette photo ne sera pas vue. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, il y a tout ce gros gloubi-boulga d'infos qui ont fait qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de comptes en France, et notamment le mien, qui ont arrêté de croître, en fait. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens râler sur Instagram, ouais. Je sais plus quand. Mais parce qu'en fait, tu vois, Instagram, c'est pareil, on peut se dire, non, c'est mais je disais cool. pas ça négativement. Hein, bien sûr, non, mais tu vois, moi, je t'explique pourquoi j'ai râlé, c'est que bien sûr, encore une fois, tu recherches l'interaction et quand t'en as moins, bah forcément, tu te remets en question. Tu te dis, qu'est-ce que je fais moins bien? Comment je peux m'améliorer? Ce contenu-là, il n'a pas plu, pourquoi? Voilà. Et au-delà de ça, tu te dis, t'en prends un coup à ton ego, tu vois. Tu te dis, c'est grisant le like, en fait. C'est grisant le nouveau follower parce que tu rentres dans une espèce de concours, même si t'as pas, tu vois, même si moi je suis très détachée de tout ça, il y a un moment, bah bien sûr, tu vois, t'es dans une logique d'acquisition et quand l'acquisition n'est plus là, forcément, c'est un peu ta drogue, ton shoot, ton fixe, il part, quoi. Ouais. Et tu te dis, putain, merde. Parce qu'en plus, je pense que les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui fait un peu appel à beaucoup de ressorts humains très profonds et très primaires. Ouais. Finalement, Instagram contribue énormément de ton statut dans un sens, même si c'est un truc de perception, tu vois, qui n'est pas vraiment souhaitable, etc., mais qui existe. Par exemple, je sais que moi, maintenant, quand quelqu'un veut voir qui je suis, globalement, il va sur Instagram et tu vois, je suis pas du tout suivi par des centaines de milliers de personnes, mais je sais que les gens ont a priori beaucoup plus, je sais pas, positifs ou en tout cas sont beaucoup plus intéressés que quand j'avais 100 followers sur mon compte perso et que c'était moi qui mettais le 10e like pour faire « Hey, il y a 10 likes », tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, je pense que quand la machine qui est huilée et qui roule et qui grossit commence à ralentir ou à s'arrêter, c'est forcément inquiétant parce que du coup, ça réveille la peur de « Ah, peut-être que ce truc-là va s'arrêter », tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, tu vois, finalement, j'ai lu, c'est notamment une blogueuse qui a écrit là-dessus, Eleanor Bridge, qui écrit, j'ai plus le nom exact de l'article, mais c'est en gros, j'ai perdu 10 000 followers, non, peut-être pas 10 000, enfin bref, j'ai perdu X followers depuis un an, et vous savez quoi, c'est très bien, en fait, c'est mieux. C'est mieux parce que tu te rends compte que... en fait, il vaut mieux en avoir moins, mais de qualité. C'est-à-dire que si c'est pour avoir, tu vois, des gens qui s'abonnent par principe ou j'en sais rien, qui vont pas interagir avec moi, c'est sûr que ça a aucun intérêt parce que qu'ils aillent voir ailleurs, en fait. Tu vois, de la même manière que moi, les comptes auxquels je m'abonne, c'est des comptes qui m'intéressent, avec qui j'ai envie d'avoir une interaction, ne serait-ce qu'un like. Pour moi, c'est une interaction, tu vois. C'est pour ça que je mets pas de hashtag. Bon, d'une, parce que je suis nul et que vraiment, chaque fois que je mets des hashtags, ça change absolument rien. Tu sais, il y a personne qui vient. Et puis aussi, je me dis, finalement, pour que les gens suivent le compte Nouvelle École, il faut vraiment qu'ils aient cherché le compte Nouvelle École ou que quelqu'un qu'ils aiment bien leur ait recommandé. Et je me dis, forcément, ça fait des gens qui sont un minimum intéressés. Tu vois. C'est une bonne stratégie. Après, parce qu'avant, j'étais plus justement du genre à me dire, OK, alors comment je vais hacker le truc, choper des mecs sur ma newsletter et tout. Et en fait, si t'as une newsletter avec 10 000 personnes, mais que globalement, t'as 100 clics, c'est nul, quoi. Ça sert à rien, en fait. Ça a aucune valeur. Et... oui. Mais on est quand même, tu vois, les réseaux sociaux, quoi que t'en dises, c'est quand même basé sur l'ego. Ouais, il y a quand même ça. C'est vrai qu'il y a quand même le côté, si j'arrive sur ton compte et que je vois que t'as 1 million de followers, vrai ou pas vrai, je vais me dire, oh là là, elle pèse vraiment. Voilà, quoi. tu vois. Et c'est ça aussi qui est difficile. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une décélération qui sera positive et qui fera que, voilà. Moi, cet article de Eleanor Bridge, il m'a fait du bien parce que je me suis dit, je suis pas la seule, ça concerne plein d'autres gens et on le sait globalement parce qu'on discute entre confrères et consoeurs de bloguerie. Donc, on le sait, si tu veux, et ça rassure. Mais au-delà de ça, tu te dis, mais ouais, au fond, elle a raison, tu vois. On s'en fiche, en fait, c'est qu'un chiffre. Ce qui est difficile, c'est que c'est un chiffre qui est utilisé beaucoup par les marques. Donc, il y a ça aussi, si tu veux. C'est que... on est sur un marché qui est sursaturé et que tu sais très bien que des Delphine des Neiges ou des Didi, t'en as des milliers, quoi. Donc, le marché de l'influence, c'est sursaturé. Bien sûr. Surtout avec Instagram, avec les achats de followers, avec tous ces comptes trafiqués, avec mais c'est là justement tous que les ces gens professionnels... talentueux aussi. C'est là justement que les pros doivent vraiment regarder l'engagement, etc. Non, ouais, mais ça, c'est compliqué. Parce que, en fait... Par engagement, du coup, pour les gens qui écoutent, peut-être j'entends like, commentaires, etc. Ouais, en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que le digital, la communication digitale au sens large, ce sont encore des métiers nouveaux, même si, tu vois, ça fait quand même une bonne dizaine d'années maintenant qu'il y a des acteurs reconnus sur le marché. Ça reste très nouveau. C'est une jungle
qui n'a pas de code, même pas encore aujourd'hui. Les codes, ils sont en perpétuelle redéfinition, c'est-à-dire que toi, par exemple, si tu es chargé de com et que tu dis « Ok, je vais bosser avec 10 influenceurs pour donner de la visibilité à ma marque », tu vas essayer de te dire « Ok, c'est quoi les 10 meilleurs ? Comment je les choisis ? Est-ce que c'est un chiffre ? Est-ce que c'est un contenu ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est un engagement ?» Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses où déjà, tu sais pas forcément, t'as pas forcément les bonnes questions parce que c'est un nouveau métier et c'est pas forcément ce pourquoi tu as été formé. Il y a le deuxième levier qui est un peu compliqué, c'est que souvent la communication digitale est le parent pauvre parce que en interne, ça reste, alors même si c'est moins vrai, mais si tu veux, de plus en plus, les budgets restent moindres. Et souvent, ce sont les attachés de presse en fait qui gèrent ces budgets-là, les RP. Sauf que les RP, en général, ils n'ont pas de budget parce que les RP, ils t'envoient une info, tu es libre de la traiter ou pas. Et puis en fonction, voilà, tu vois, c'est une interaction avec une personne. Donc, si tu veux, là où ça fausse un peu le débat, c'est que CRP, ils n'ont rien demandé. Ils ont déjà leur pool de journalistes de presse traditionnelle ou de presse écrite, si tu veux. Et puis d'un coup, on leur dit, tiens, maintenant, tu vas faire les influenceurs. Sauf que c'est d'autres codes que ceux auxquels ils sont rompus. Ils savent pas ils savent pas forcément. Et ils n'ont pas forcément ni de formation, ni même l'envie, tu vois, parce que ça leur rajoute du taf. Ouais, c'est énormément de travail. Du coup, c'est énormément de boulot. À apprendre. Exactement. Et en fait... il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'acteurs autoproclamés et d'experts autoproclamés aussi, et c'est ça là où c'est compliqué, si tu veux. Ça veut dire qu'il y a de la place pour les entrepreneurs en herbe pour faire du conseil aux boîtes qui veulent savoir comment utiliser les influenceurs pour faire de la vente et du marketing. Absolument, voilà. Il y a une bonne place. Si vous écoutez ça, là les gars... Ouais. Non, mais vraiment, parce que ça reste des professions encore peu... Il y a beaucoup d'experts autoproclamés, encore une fois. Si tu veux, les agences, elles se... Et toi qui t'y connais, par exemple, comment tu fais pour évaluer que... Parce qu'en plus, je pense que tu en fais un peu du conseil pour des bien marques. sûr. Donc, comment tu vas faire pour choisir les bonnes personnes ou les bons canaux ? Tu regardes de toute façon déjà clairement la qualité du contenu qui est produit, que ce soit du texte ou de la photo ou autre, de la vidéo. C'est important de trouver quelque chose qui est déjà est fait sérieusement. Alors ça veut pas dire qu'il faut, tu vois, sur la vidéo par exemple, ça peut être un simple face cam qui sera pas forcément hyper chiadé, il faut pas forcément un matos hyper cher, mais en revanche en termes de contenu, voilà, la manière dont la personne s'exprime, ce genre de choses. Donc ça c'est donc déjà là ton goût et ton expérience et le fait que tu fais ça depuis longtemps entrent vraiment en compte, parce que du coup tu vois très vite ce qui est de la qualité et ce qui est pas de la qualité. Ouais, mon goût, je sais pas si c'est mon goût, mais plus mon œil, disons, parce qu'effectivement ça fait plus de 10 ans maintenant que c'est un peu mon quotidien, donc forcément au bout d'un moment tu as des réflexes ou en tout cas voilà, tu continues à alimenter tu vois, les découvertes que tu peux faire, donc ça te donne en fait une base qui est facilement exploitable après ou pas. Ok, donc tu vas regarder si c'est de la qualité. Tu regardes la qualité, tu regardes si tu travailles pour une marque, par exemple, tu vas regarder l'adéquation avec la marque. Est-ce que, tu vois, je sais pas si c'est une marque de tablettes de chocolat, si la personne parle de régime tous les deux secondes, évidemment, c'est pas un influenceur qui va être intéressant pour cette marque. Sauf si c'est le chocolat... non, je pense que ça me faisait penser à 99 francs avec leur yaourt pour rester mince, sauf dans sa tête. Ouais, écoute, le jour où le chocolat fait maigrir, tu m'appelles, ça m'intéresse. Mais je crois pas que le chocolat, vraiment pur noir... Un vrai bon chocolat noir, je pense que c'est un bon plan. Par contre, ce que moi j'aime évidemment, c'est le chocolat au lait. Moi j'aime le chocolat blanc, noisette, énorme, sucre, donc 50% de sucre dedans. Ouais, donc je te dis rien, mais tu le pressens que c'est pas... Voilà. Ok, d'accord, donc l'adéquation. Donc, tu as l'adéquation, évidemment, parce que voilà, tu as aussi la sincérité de la démarche de l'influenceur. Tu as des influenceurs aujourd'hui qui sont sursollicités et ça devient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que le lundi, ils vont parler d'une marque X, le mardi, ils vont parler d'une marque Y. C'est un peu ce que je vois parfois. Donc, des gens que je suis ou sur lesquels je tombe quand je suis dans mes heures où je perds complètement ma journée sur Instagram. C'est que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font tellement de pubs ou de recommandations de produits qu'à la fin, moi, je m'y perds un peu parce que du coup, j'arrive plus trop à savoir si vraiment la personne, c'est un truc qu'elle aime bien ou si si je lui envoyais les nouveaux pneus Michelin, elle ferait regarde, j'ai mis les nouveaux pneus Michelin sur ma voiture, ils sont géniaux, tu vois. C'est ça qui prend du temps, c'est que tu as des gens plus ou moins sincères et quand je dis sincères, en même temps, je peux pas juger ceux qui ont explosé et qui ont eu plein de choses d'un coup. Je les juge pas en fait parce que c'est très difficile de dire non à un projet qui est bien rémunéré, surtout quand tu crois en la marque, si tu veux. Et toi, comment tu fais justement ? C'est une question que je voulais te poser. Comment tu fais pour pas... il doit y avoir un équilibre, j'imagine, à trouver. Et comment tu fais pour pas le dépasser ? Ou est-ce que parfois, tu as déjà eu l'impression de le dépasser ? Ouais, bien sûr, tu te trompes. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que déjà, tu es seul pour prendre tes décisions. Tu n'as pas une entreprise, tu n'as pas un service, tu vois, ne serait-ce qu'un tiers qui va pouvoir t'aider à prendre un peu de recul, à juger une situation, etc. Donc, même si je me suis entourée au fil des ans et même si je sais quand j'ai une hésitation, tu vois, à qui je peux demander... Ouais.
Ça repose quand même beaucoup sur moi. Souvent, tu es dans l'urgence parce que comme partout, tout est hyper, tu vois ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tout est toujours speed. Donc là, tu as beaucoup de marques qui te contactent et il faut produire un contenu pour avant-hier. Donc en gros, ton process de décision, il doit se faire dans l'heure. Donc en fait, c'est compliqué parce que tu dois dire, OK, est-ce que j'ai envie d'en parler? Est-ce que la marque me parle, le produit? Est-ce que ça a une légitimité sur mes plateformes? Combien c'est rémunéré? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un te paye pour ça, il faut aussi que ce soit une rémunération qui soit juste. D'autant plus quand tu dois embaucher un prestat derrière, par exemple, pour faire des vidéos, des stop motion, ce que tu veux. Bref, il y a tout un... Maintenant, je suis un peu plus rompue à l'exercice, si tu veux, mais il y a un certain nombre de critères. Tu vois, on rigolait parce que on a monté, justement, avec Clotilde Dussoulier de Chocolate and Zucchini, dont je te parlais tout à l'heure, on a monté les journées indépendantes, les journées inspirantes du solopreneur, pardon. L'idée, c'est qu'on est indépendantes toutes les deux et entrepreneuses depuis une dizaine d'années. Et on s'est dit, OK, en fait, nous, on a buté sur plein de questions d'ordre comptable, fiscal, économique, éditorial, enfin, tu vois, plein de choses. Et on s'est dit qu'on aurait adoré faire partie d'un groupe qui nous aurait aidé, tu vois, à aller plus vite dans nos problématiques, à échanger sur des freins qu'on aurait pu avoir. Tiens, le chat s'invite. J'adore les chats. Je suis allergique, mais j'adore les chats. C'est vrai. En fait, mais... ma vie se résume à caresser des chats, ensuite à éternuer pendant le reste de la journée. Écoute, c'est un peu comme avec le chocolat, quoi. J'en mange, ça me rend pas la vie est forcément. une pute. Ça sera le titre de l'épisode. Super. Ouais, donc en fait, on a monté ces journées-là parce qu'on s'est dit qu'on pouvait partager et les aider à aller plus vite dans leur business. Et pourquoi je te dis ça? J'ai perdu le fil de mes pensées avec ce con de chat. Les prises de décision, d'aller très vite, faire des erreurs. Oui, parce que en fait, pendant un moment, j'ai cherché une ou un associé. Et donc, j'ai travaillé notamment pendant 6 mois avec une fille. Et je voulais qu'elle soit en charge, tu vois, du business au sens large d'Idi. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je sais pas très, très bien faire, pour être honnête, et que j'aime pas beaucoup faire. J'aime pas me vendre en l'occurrence. Tu vois, c'est hyper difficile. Trouver le bon prix, négocier, avoir des échanges, relancer pour les impayés, tout ça. C'est quelque chose qui me plaît vraiment pas. Moi, je suis le plus nul du monde. Hein. Ah, moi mais aussi, je progresse beaucoup en revanche à ce niveau-là. Ouais. Je sais pas, en fait, depuis que j'ai compris que en fait, moi, quand j'ai commencé à me vendre, je crois que je pensais encore en économie d'humain, tu sais. Donc, combien de kebabs tu peux acheter avec 1000 euros, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, je me vendais en nombre de kebabs. Par exemple, je me disais, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, je me disais, si je me vends 500 euros, non, si, c'est quand même, c'est la moitié d'un SMIC et tout. Mais en fait, tu penses pas à tout le reste, au fait que tu vas avoir un deal, ça se trouve, dans les 30 prochains jours, au fait que tu as l'URSSAF, au fait que tu as les brefs. C'est ça. Et du coup, au début, je me suis vendu 10 euros la première fois. Je travaillais 2 semaines. Donc, je pars vraiment du tout en bas, tu vois, starting from the bottom. Tu vois. Mais tu vois, est-ce que ça t'a aidé à ajuster un peu le tir, j'imagine? Complètement. Parce que tu t'es dit, ça, plus jamais, quoi. C'est grâce à ça qu'ensuite, je me suis vendu 20 euros. Voilà. Non, mais en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que maintenant, je vois vraiment ça comme... je rajoute, c'est la pire idée de dire ça dans le podcast, tu sais. Je ne peux plus jamais me vendre, tu sais, les gens vont savoir ce que je fais. C'est clair, en gros, maintenant, à chaque fois que je me vends, j'essaie toujours de me vendre plus cher que la fois d'avant, parce qu'en fait, je me dis, c'est certainement ma valeur a augmenté, et puis, en fait, les gens se sous-vendent toujours, parce qu'il y a toujours une sorte de syndrome de l'imposteur, un peu de complexe de, mais je suis pas légitime et tout. Mais surtout, alors, pas légitime, je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que c'est très français. Moi, tu vois, j'ai fait Sciences Po, entre autres, pour ça, juste pour avoir un bon truc sur mon CV que je savais rajouterait une ligne qui m'ouvrirait des portes. Pour autant, tu vois, moi, avant Sciences Po, j'ai fait le CELSA. Avant le CELSA, j'ai fait un BTS communication des entreprises. Et quand j'ai eu le concours du CELSA, je me suis dit, non, mais oublie, en fait, je suis la blague de la promo, tu vois. Parce que sur 100, on était genre une centaine, t'avais que des prépas littéraires, quelques prépas éco, et ensuite, t'avais 2 IUT et 2 BTS. Et je me suis dit, en fait, je suis leur quota représentatif, tu vois. Ils se sont dit, on est obligé d'avoir un minimum de trucs pour faire genre, c'est bon, on accueille un peu tout le monde. Et tu vois, ce syndrome de l'imposteur, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et avec le blog, c'est encore pire parce que tu parles chiffon, de fait. Tu n'inventes pas le vaccin contre le sida. Tu essayes de faire du divertissement qui soit de qualité. Mais tu vois, en vrai, tu révolutionnes pas. Encore une fois, tu n'as pas l'impression d'apporter quelque chose, tu vois, d'utile à l'humanité entre guillemets. C'est vrai, il y a des fois où tu te dis ça, tu te dis j'apporte pas quelque chose d'utile. Mais bien sûr, évidemment. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime rire. Je suis quelqu'un d'optimiste.
Et j'aime cette idée d'essayer de produire un loisir de qualité, tu vois, de me dire, ouais, j'apporte pas l'info du siècle, effectivement, je révolutionne pas la Terre, mais si quelqu'un, une lectrice ou un lecteur a pu, tu vois, s'évader 2 secondes ou rigoler 2 secondes en lisant un de mes contenus, bah j'en suis contente, vraiment, tu vois. Et, c'est une critique. Est-ce que y a des gens qui te critiquent là-dessus? Ouais, bien sûr, mais c'est pas ça qui me touche, même si je suis encore trop sensible. Tu vois, à l'opinion et à l'image que je renvoie, à l'opinion des autres. Je suis trop sensible au regard de l'autre. Et c'est compliqué quand t'es influenceur, parce que forcément, t'es un peu jeté en pâture. Qui est toujours là, pour les gens qui... Peut-être, je sais pas. J'avoue que moi, en tout cas, je suis trop sensible et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, tu vois. Et petit à petit, je mûris sur ce point-là et je me détache et je suis heureuse, mais je suis pas encore arrivée au point, tu vois, au golden. Est-ce que c'est pas plus tu découvres ce qu'est la marque Didi, et plus elle est claire dans ta tête, et du coup, moins c'est toi qui est la personne qui est attaquée, peut-être, je sais pas. J'ai fini surtout par comprendre, tu sais, c'est pareil, de ces notions galvaudées, il y a aussi le développement personnel. Depuis quelques années, il y a tous ces bouquins qui te disent... Que j'ai tous lu. Ouais, mais moi, j'essaye aussi. En attendant, ce que certaines lectures m'ont apporté ou certains échanges avec genre une psy que j'allais voir à un moment, genre avec des gens comme toi, qui je discute, etc., c'est que finalement, quelqu'un qui t'envoie une aigreur ou une merde à la gueule, c'est avant toi lui-même qui s'en prend. Et c'est difficile de le concevoir parce que, tu vois, notamment, moi, j'ai fait un financement participatif pour le lieu, pour financer les travaux du lieu. Donc, ce lieu, c'est un lieu pour créer du lien, comme tu l'as très bien résumé, entre les annonceurs d'une part et les lecteurs ou les influenceurs de l'autre. Et pour ça, on a créé un appartement, comme à la maison. On a envie que les gens s'y sentent bien. On a envie de recréer du sens. Alors, le chat mange ses croquettes. Ça va faire du bruit sur le... Non, ça va pas faire de bruit. C'est génial. C'est trop loin. Ça prend le son assez... Ouais. J'ai progressé à ce niveau-là. J'ai progressé. Écoute, désolé pour ce petit... Non, mais cette petite bande son. Ça ajoute de la vie. Ouais, c'est sûr. Les gens peuvent se représenter. Donc, j'aimerais bien qu'ils puissent voir d'ailleurs un peu l'endroit parce que c'est sympa. Écoute, prends une photo pour ton Instagram. Je ferai ça, ouais. Je vais faire ça. Et moi, je ferai une story après. Ouais. Je vais voir si j'ai des likes et tout. Mais... Sinon, je la supprime. C'est clair, je supprime. En vrai, je supprime pas les posts Instagram. Mais parfois, je poste des stories et je fais, ouais, non, c'est vraiment trop débile. Ouais, mais 24 heures. Ouais, c'est vrai. C'est classe. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de monde qui les voit en fait. Il y a vraiment des milliers de personnes. Il y a vraiment marqué des milliers. Ouais. Et je suis là, là, tu vois, genre une salle de concert, c'est à peu près le même même nombre de personnes qu'il y a dedans. Tu vois, c'est quand même du monde. Hein. Faut pas, moi c'est souvent, je fais cette analogie et après, faut pas. Imagine, tu les mets tous dans une grande salle et tu fais exactement ce que tu viens de faire sur la vidéo. Par exemple, tu fais un truc naze avec ton chat ou genre tu fais une blague pourrie. Bah, imagine si tu devais la faire sur une scène. Ouais, c'est ça. Quand je me dis ça, là j'enclenche le cercle infernal de. Faut pas. Ouais. Et mais donc sur le lieu, si tu veux, l'idée c'était de recréer un peu de sens. Parce qu'aujourd'hui, tu as 99% des marques qui veulent travailler avec des influenceurs, mais elles savent pas qui, comment, à quel tarif, s'il faut payer, s'il faut pas payer, etc., etc. Donc évidemment, moi j'interviens beaucoup au niveau du conseil. Je fais aussi de la création de contenu pour mon blog ou pour conseiller sur du contenu tiers. Mais je me disais comment je peux essayer d'aller plus loin et de synthétiser un peu toutes ces activités et proposer quelque chose qui soit novateur. Parce que finalement, novateur, je l'étais novatrice il y a 13 ans parce que, encore une fois, on était 2 en France à faire un blog de filles. Mais tu vois, j'avais l'impression d'être de plus en plus noyée dans une masse et de plus apporter grand-chose en termes de légitimité. Et donc, ce lieu, c'est la première fois qu'un influenceur a un lieu, en fait. Donc, je trouvais ça cool. Ça m'a bien excitée. J'aime bien les projets un peu excitants. Et donc, on a quand même bossé 2 ans et demi sur un business plan. Enfin, voilà, c'était pas que des trucs fun qui ont abouti à c'est jouable, on va tenter le coup. C'est un gros investissement de 60 000 € pour 1 an. Ces 60 000 €, ils correspondent à 1 an de loyer, au dépôt de garantie, etc., parce que je suis locataire. J'ai pris un bail commercial, parce qu'avec l'activité que j'exerce, j'ai pas le choix. Et ce bail commercial, il est à 4 200 € par mois. Donc, c'est un énorme pari. Qui me fait, tu vois, je pense qu'à un moment, faut pas trop réfléchir non plus, mais ça, c'est encore une autre notion. Quand tu entreprends, peut-être que toi, tu as ce sentiment-là aussi de temps en temps. Maintenant, j'essaie de... en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me bloquer sur des trucs un peu plus jeunes, tu vois, à rien faire. Et après, tu es toujours en train de te dire... mais pourquoi je suis pas en train de faire un truc qui est bien pourtant j'ai plein de bonnes idées et tout, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent de plus en plus. D'ailleurs, désolé, je peux plus répondre à tous vos mails, mais c'est plutôt cool. Et souvent c'est ça, il
y a une telle réflexion, tu es dans une telle introspection c'est permanente de mais est-ce que je vais y arriver, de peur, etc., qu'en fait, tu le fais pas. Et du coup, il n'y a rien de plus... Enfin, ça te rend vraiment malheureux parce que tu passes du coup, non seulement tu passes ton temps à te prendre la tête, mais en plus, tu n'as même pas la satisfaction de le faire et l'aventure qui va avec. Donc maintenant, moi, je fais carrément attention à ça. Et en fait, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Ouais, mais je pense que c'est une bonne philosophie. Ouais, alors, mais le problème, c'est que c'est un muscle en fait. Je me rends vraiment compte, c'est hyper pareil. C'est le genre de notion quand tu dis c'est un muscle. Tu sais, j'ai l'impression qu'on l'a dit dans chaque épisode de Nouvelle École. T'inquiète, je fais du yoga, on me dit de respirer entre les omoplates, donc le muscle, la philosophie, ça me parle. Et je me rends vraiment compte que maintenant, j'ai beaucoup moins de difficultés à dire ok, on le fait hyper vite, tu vois. Alors qu'avant, j'avais beaucoup plus de mal. Je sais que parce que j'avais toutes les idées de mais si ça rate, tu vois, si je fais un film et que c'est le film le plus nul de tout le festival, tout le monde va voir que c'est le film le plus nul. Et en fait, c'est quand je fais des trucs nuls, en fait, personne les voit, personne m'en parle jamais. Et les gens voient que les trucs cool. Et puis surtout, on s'en fout en fait. C'est pas grave. En fait. C'est pas très grave en fait. Ça fait mal à l'ego peut-être. Mais ça te rend beaucoup moins malheureux de faire un truc nul et que les gens te disent c'était vraiment naze que de pas le faire et toute ta vie te dire oh là là j'aurais tellement pu faire un truc cool. Tu sais, c'est comme les gens qui disent non mais ça j'avais eu l'idée et tout. En fait tu sens juste une frustration de pas l'avoir fait. Bien sûr. Et bref, désolé. De toute façon non mais c'est intéressant. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est un adage hyper galvaudé. Mais mais d'où un paradoxe avec l'exigence. Tout à l'heure tu parlais d'exigence. Oui mais tu vois c'est pour ça que ça t'a freiné je pense. Et c'est pour ça que moi chez Didi j'ai décidé de le faire parce que j'ai bossé 2 ans et demi dessus. Et en vrai au bout de ces 2 ans et demi j'avais un business plan, j'avais des envies. Merde. Non, mais pas forcément complètement. Mais... Ok. Mais du coup, on n'entend rien. Tu prends 2 fois ma voix, tu sais. Génial. Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, t'inquiète. Mais je comprends complètement ce que tu veux dire. C'est qu'à un moment, ton exigence te retarde peut-être dans l'exécution de tes projets, voire t'empêche de leur donner corps. Et à la fois, moi, s'il y a quelque chose que je préfère avoir, tu vois, c'est... comme tu dis, je préfère foirer un projet que de ne pas le faire. Tu vois, si chez Didi fonctionne pas, je serais hyper triste. Je pense que c'est même un euphémisme, tu vois, je me remettrai en question, ça sera une période hyper difficile, mais au moins je me dirais j'ai essayé. Et je serais pas dans cette amertume de tu vois, tous ceux qui peuvent effectivement te dire ah ouais, j'avais eu cette idée et tout. Bah ouais, ok. Donc, parce que moi, je sais qu'en plus, quand je faisais pas ce que je pensais que je devais faire et ce que je voulais faire, j'étais vraiment un mec assez frustré, quoi. Enfin, je l'ai été pendant quelques mois, en tout cas, un moment dans ma vie. Dès que je voyais un truc, je faisais c'est naze, c'est bidon. Mais tu sais, même des trucs que faisaient mes potes, etc. Dans ma tête, je me disais, mais c'est pourri, j'aurais fait ça en 5 minutes et tout. Alors que pas du tout, tu vois, je l'avais pas du tout fait. Mais tu sais, moi, c'est souvent ce que je dis, on reboucle avec ta question qui était, enfin, en tout cas, le sujet qui était les haters, tu vois, qui viennent te pourrir. Moi, rien ne me plaît moins que quand on n'est pas d'accord avec moi. Et c'est pas de la démagogie de dire ça, c'est juste que pour moi, l'échange, tu vois, sur une base de je suis pas d'accord, mais voilà pourquoi je suis pas d'accord, je trouve que c'est passionnant en vrai. C'est nul d'avoir une foule de béni oui qui te dirait ouais, t'es génial, t'es trop belle, c'est super ce que tu dis. Ça m'intéresse pas en fait. Enfin, ça m'intéresse pas, bien sûr, ça fait du bien à l'ego, c'est cool, continuez. Mais honnêtement, je trouve que c'est intéressant, tu vois, quand tu me dis, je sais pas, tel sujet. Je l'aurais pas traité comme ça ou je suis pas d'accord avec toi parce que moi je pense plutôt ça. Et en fait ça veut pas dire qu'on sera d'accord à l'arrivée, ça veut juste dire qu'on va avoir un petit ping-pong, tu vois, d'échange qui va être intéressant en fait. Et finalement les gens qui me disent ouais tu putes du cul, c'est naze ce que tu fais, bah je leur dis ouais peut-être, enfin tu vois, j'ai pas la prétention de réinventer l'eau chaude, la roue et ce qui va avec, juste j'essaye de faire les choses avec sincérité et conviction. Et après, si t'aimes pas, déjà, te l'inflige pas et te l'impose pas, parce que je suis loin d'être la seule influenceur en France, donc tu vois, je pense qu'il y a quand même le choix. Et au-delà de ça, si ça te plaît pas, pourquoi t'essayes pas de faire quelque chose qui te plaît, en fait, tu vois, et ça, je le dis souvent, franchement, ceux qui disent ton blog, il est naze. Mais peut-être qu'il est naze. Moi, j'ai jamais dit l'inverse, tu vois, je suis pas en train de dire que ce que je fais, c'est vraiment la 8e merveille du monde. Juste, si ça te plaît pas, fais quelque chose qui va te plaire. Et ça, c'est un truc, tu vois, pour reboucler sur les gens, encore une fois, les haters, etc. Typiquement, chez Didi, donc j'ai fait un financement participatif parce que le financement, bon, j'ai été à la banque 2 secondes 30 pour rigoler. Donc, j'ai expliqué au banquier que j'étais influenceur et que je voulais 60 000 €. Donc là, le mec a bien rigolé, hein, il s'est tapé les cuisses et c'était pas un mec désagréable, hein, je veux dire, il s'est intéressé sincèrement à ce que c'était que l'influence, etc. On a eu une discussion assez intéressante, mais il m'a dit, bah voilà, moi en fait,
pour moi, c'est pas viable en fait. Je connais pas ton business. Tu me montres. C'est pas viable ou je connais pas ton business? Je connais pas ton business et surtout. C'est deux choses vraiment différentes. Oui, mais si tu veux, globalement, j'ai 2 bilans. Tu sais bien qu'en France, si t'en as pas 3, c'est mort. T'existes pas au regard de la comptabilité, de la fiscalité. Donc en gros, si tu veux, le type, il voyait mes revenus qui peuvent être hyper aléatoires. Et pour lui, du coup, c'était pas stable. Et il se disait, si je lui file 60 000, c'est beaucoup trop par rapport, tu vois, à son rythme de revenus en tout cas. Donc voilà, il m'a dit, écoute, t'es sympa, je te prête 10K, bisous quoi. Ouais, bon, cool, c'est mieux que rien, tu vois, c'est un bon début. Mais je l'ai pas fait du coup, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été bien sûr taper maman, qui a pas du tout d'argent, la pauvre. Bon, je vais pas rentrer dans les détails si tu veux, mais elle a mis un tout petit peu d'argent de côté pour sa retraite, qu'elle touchera, je crois qu'elle touchera 800 et quelques euros à la retraite si tu veux, donc c'est un sujet. Donc je lui ai dit, écoute, t'es pas encore à la retraite, s'il te plaît, promis, je te les rends, voilà. Donc elle m'a prêté un peu d'argent. Pardon. Et puis j'ai la chance d'avoir des super amis entrepreneurs aussi et qui croient beaucoup en l'entrepreneuriat et qui m'ont donné les 3/4, enfin prêté le lapsus, tu sais. Ouais, ils m'ont donné, ils m'ont prêté, ils m'ont permis d'investir en fait. Donc ça c'était génial. Et puis la petite partie qui me manquait, je me suis dit, enfin c'est mes coachs d'entreprise qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas un financement participatif? Il te manquait combien? Il me manquait 15 000. Ok. Et je me suis dit, j'avais pas du tout envie. Parce que moi, dans la vie, j'aime pas demander. C'est quelque chose qui me coûte beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. Et pour moi, demander, c'est quelque part se mettre en position de faiblesse. Et en tout cas, de devoir rendre quelque chose, que ce soit des comptes, de l'argent, tu vois, quelque chose. Ça, tu le penses rationnellement ou c'est... Enfin, tu penses que, objectivement, demander, c'est se mettre en position de faiblesse ou tu te sens en position de faiblesse quand tu demandes? C'est intéressant parce que pour le coup, c'est un truc que moi je réfléchis beaucoup à ça, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il faut demander? Par exemple, qu'on va prendre par rapport à Nouvelle École, encore. Il est nombriliste. Non, mais ouais, complètement. Non, mais par exemple, parfois je vais. La meilleure façon pour moi d'avoir des invités sur Nouvelle École, des invités que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est généralement que les gens que j'ai invités leur disent viens, parce qu'ils les connaissent beaucoup mieux que moi, tu vois. Sauf que j'ai pas trop envie de demander. Parce que j'ai l'impression de demander un service, que la personne ça la met un peu en porte-à-faux, et puis ensuite je lui dois quelque chose, ou tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, quand je demande, il y a des gens qui sont trop contents et qui me disent mais carrément, je vais lui proposer de venir, et souvent ça donne des lieux à des gens que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir sur Nouvelle École, tu vois. Et donc pour ça que je te pose cette question. Mais toi, Nouvelle École, c'est un peu le concept est différent. Je veux dire, tu as une émission qui a du contenu, il y a du fond, il y a du sens. Après, t'aimes ou t'aimes pas, là n'est pas la question. Mais en attendant, tu peux avoir une légitimité par ce travail que tu fais à aller proposer, tu vois, à telle ou telle personne que t'aimerais avoir dans ton émission. Enfin, tu vois, si c'est toi qui m'avais contacté, ça m'aurait pas choqué en fait. Tu vois, si je connaissais pas Nouvelle École, j'aurais été me renseigner un peu pour voir si j'avais envie de participer. Ou là, comme c'était le cas, j'aurais accepté parce que je connais, j'apprécie et voilà. Donc là, ce qui est difficile, c'est quand tu vas demander de l'argent et que tu ne vas pas rendre, puisque c'est le principe du financement participatif. Donc en fait, si tu veux, il a fallu déjà bien expliquer le concept, parce que c'est difficile, un appartement pour créer du sens, ça veut tout dire et ça veut rien dire, c'est novateur, c'est cool, et à la fois du coup t'as pas de projet de référence sur lequel tu peux t'appuyer et dire bah voilà, ça va se passer comme ça et voilà ce que je vais faire. Donc c'est que de la théorie. Ensuite il y a toute une partie, tu vois, l'événementiel qui concerne beaucoup les influenceurs. Donc Ulule, c'est pas les influenceurs, enfin ça peut être les influenceurs, mais c'est aussi des lecteurs. Et donc qu'est-ce qui fait qu'un lecteur va se sentir concerné par ce projet? Tu vois, il se dit bah c'est cool, la meuf elle fait un appartement pour faire des événements avec des influenceurs, et où est-ce que je suis dans l'équation, tu vois? Et ils ont raison. Donc l'idée c'était de leur expliquer que moi je voulais aussi créer un lieu pour pouvoir les rencontrer, pour tu vois faire tomber un peu la frontière du virtuel. Et moi, je trouve ça très cool, en fait. C'est, tu sais, tout ce qu'on appelle les meet-up et compagnie. Il y a un côté qui me plaisait pas au départ, de un peu star, tu vois, genre ah ouais, on va rencontrer notre blogueuse préférée. Et en fait, c'est pas ça. Tu te rends compte que les gens, déjà, moi, je suis pas un influenceur, je suis pas une Enjoy Phoenix par exemple, ou des gens qui ont, tu vois, qui sont plus jeunes peut-être et qui ont un lectorat aussi qui est plus en recherche d'identification et de starification. Moi, c'est plus des gens qui vont peut-être, j'imagine peut-être que j'extrapole un peu trop, mais me considérer comme une bonne copine, tu vois, et quelqu'un qui est leur égal plus que supérieur à eux, et c'est très cool. Et du coup, tu vois, au début, j'aimais pas trop rencontrer les gens parce que typiquement, un jour, je prends le métro, il y a une meuf qui me voit et elle chiale, tu vois. Elle pleure et elle me dit mais t'es Didi, je suis trop contente de te rencontrer. Et c'était tellement gênant parce que je lui dis mais, enfin, ok, cool, tu vois. Et c'était très...
Ouais, ça m'a mis super mal à l'aise parce qu'en fait, encore une fois, j'invente pas le vaccin contre le sida, tu vois. Donc la meuf pleure en me disant, je suis trop contente de te rencontrer. Ouais, tu dis souvent ça, mais tu sais, les acteurs qui jouent dans des films, ils inventent pas le vaccin contre le sida non plus, quoi. Ouais, ils mais mettent juste devant une caméra et bien sûr, mais tu sais, acteur, c'est le tampon vu à la télé, quoi. T'as quand même, Ouais, voilà. et puis acteur, c'est aussi un vrai métier, tu vois. En tout cas, c'est plus valorisé que blogueur. Donc, il y a peu de choses plus valorisées qu'acteur de toute façon. Ouais, c'est clair. clair. Le sommet de la pyramide. Ouais, c'est clair. Mais tout ça pour dire que ce lieu, je me suis dit aussi que j'avais envie d'en faire un lieu pour créer des événements pour aussi les lecteurs. Et parce que tu vois, alors ça, bon, c'est terrible, je suis toujours dans la digression. Dans la digression, c'est que pour pardon. ça, moi je suis très content. C'est beaucoup plus intéressant généralement ce que les gens disent. C'est pas mes questions qui amènent les trucs intéressants, c'est bah si, je pense suite, ça déclenche quand même, c'est le point de départ. Merci. Non, mais vraiment. Mais bon, en tout cas, pour essayer de rester cohérent, si tu veux, globalement, je trouve ça cool de rencontrer les gens qui te suivent parce qu'en fait, on leur doit beaucoup. On oublie aussi souvent que, tu vois, ça reboucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu produis un contenu qui n'est pas écouté, vu, lu, ben en fait tu le fais pas parce que sinon ça n'a pas d'intérêt en fait de le publier. Donc moi je suis hyper reconnaissante en fait de toutes ces personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires, qui même si c'est pas, tu vois, il y en a qui me disent ouais, je laisse pas de commentaires parce que si c'est juste pour mettre c'est cool, ou tu vois, je vois pas l'intérêt. Je dis bah si, en fait je trouve ça chouette parce que quand tu passes du temps à travailler sur un sujet, c'est toujours intéressant d'avoir un retour. Et ce retour, j'avais envie tu vois de l'avoir aussi dans la vraie vie. Et j'avais envie, alors ça reboucle un peu avec toute la partie marketing. Moi, aujourd'hui, je crois beaucoup en la micro-influence. C'est un terme aussi qui commence à être bien à la mode. En fait, avant, les marques, elles avaient tendance à aller sur le top, je vais te dire, top 10 influenceurs. Donc, ça donne effectivement des meufs ou des mecs hyper connus qui ont des grosses communautés et qui travaillent beaucoup. Donc, il y a peut-être une petite cacophonie qui peut s'installer. Tu vois ce qu'on disait. Toi, tu disais, ouais, parfois, je me demande la légitimité de ce mec-là ou de cette meuf-là de parler de tel ou tel produit. Parce non, que c'est même pas ça. Je me demande juste si, en fait, c'est même pas leur légitimité. Non, mais pour en parler. tu t'y retrouves, en fait, ouais, toi. ou si eux, ils s'y retrouvent, si ça les intéresse, tu vois, ou pas. Ouais. Donc, moi, je suis assez d'accord. Je pense que on a la chance d'avoir, tu vois, un outil qui est hyper démocratique et qui peut être pris, qui peut être accaparé par n'importe qui, quasiment, si tu veux. Tant que après, bon, ça demande un peu plus de subtilité, hein, toi-même, tu sais. Mais voilà. Et t'as beaucoup de communautés, tu vois. Par exemple, 10 000 followers sur Instagram. T'as des annonceurs qui vont te dire, ouais, moi, je préfère 150 000. Parce qu'ils sont encore dans des schémas classiques, tu vois, d'achat média. Et évidemment, ils se disent que 150 000, c'est plus que 10 000. De fait, ça l'est. Néanmoins, moi, je préfère une petite communauté qui va avoir un bon engagement avec un lectorat fidèle et qui va suivre, plutôt qu'une grosse communauté qui va pas forcément être pertinente, en fait, dans la manière dont elle aborde ces sujets, parce qu'il y en a trop et que, du coup, encore une fois, ça crée une sorte de cacophonie qui, du coup, enlève un peu de sincérité, peut-être, ou en tout cas, du moins en apparence, avec les lecteurs. Donc, c'est vraiment intéressant, ça. C'est quelque chose dont parle beaucoup un auteur dont j'ai beaucoup lu les livres à un moment, qui s'appelle Ryan Holiday, qui est un Américain qui a bossé pour American Apparel, etc. Et qui parle beaucoup justement de ces micro-influenceurs. En fait, tous ces bouquins, c'est souvent des bouquins de marketing pour t'expliquer comment, je sais pas, promouvoir tes œuvres, etc. Et il passe énormément de temps à dire de surtout pas essayer de faire des gros trucs de médias, mais de faire des trucs ultra ciblés, super petits, etc. Tu vois, que ça passe du groupe Facebook aux micro-influenceurs. Et là où je trouve ça intéressant, c'est je pense qu'il y a plein de gens qui te suivent ou plein de gens peut-être qui vont écouter ce truc-là et qui se disent forcément j'aimerais faire comme Didi, tu vois. Et ce que je me demandais, c'est comment une personne qui écoute ça et qui est peut-être dans un boulot, peut-être dans un truc un peu comme ce que tu faisais ou même un truc qui n'a rien à voir, comment cette personne-là commence en fait pour, tu vois, quel est le premier pas justement pour pas être dans cette phase interminable de je me lance pas et je suis dans l'introspection et tu sais, moi, j'ai mis 4 ans à quitter mon job chez Cosmo. Donc, faut accepter que ça se fasse pas forcément, tu vois, en un claquement de doigts. Faut accepter de pas savoir forcément, de pas avoir une vision forcément très claire de là où tu vas. Moi, tu vois, quand j'ai quitté Cosmo pour plein de raisons, mais notamment parce que je commençais à être un peu aigrie professionnellement parlant. Et je me disais, non, je suis quand même un peu trop jeune pour ça. Ça veut dire quoi, aigrie Aigri. Je m'épanouissais plus dans mon quotidien de rédac chef du site. D'accord. Pour plein de raisons. Et ouais, je me ternissais un peu, tu vois,
je sais pas, mon quotidien faisait un peu moins sens en vrai. Sauf que je tournais le problème dans tous les sens et je me disais, mais je peux pas partir. Enfin, je veux dire, j'ai un blog, c'est cool, mais je fais du conseil, c'est cool, mais je peux pas, tu vois, moi, quand je posais une équation, déjà, je suis très nulle en équation, comme tu l'auras compris, mais au-delà de ça, je me disais, ok, donc c'est quoi mes revenus? Comment je vais pouvoir gagner de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, j'ai ça, mais il faudrait que j'ai plus. Et donc, comment je peux avoir plus? Bref, tu vois, il y avait plein de questions. Et en fait, j'ai essayé j'avançais, et plus j'avançais, moins j'y voyais clair. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, fonce. Alors, j'ai eu une rupture conventionnelle, hein, donc ça aide, évidemment. Mais tu vois, je me suis dit, j'aurais pas toutes les réponses à mes questions. Donc, j'y vais. J'ai peur, j'y vais, mais j'ai peur. Belle référence. Tu connais pas, t'es trop jeune. Ça me dit quelque chose. Ouais. Bon, bah, tu sais quoi, je donne pas la réponse. Tu feras un petit teasing. Je te donnerai la réponse en off, mais pas sur le. Je réécoute l'épisode en x2 pour le coup, parce que tu sais, je note toutes les références et souvent je connais pas ce que les gens disent. Tu sais, pendant l'épisode, je fais genre ouais, je connais. Et tout. Alors tu verras, ça c'est une référence archi-culturelle. Okay. Ah ouais, genre gros level de culture. Donc tu y es allé quoi. Ouais, j'y suis allée et en fait, tu vois, c'est comme pour tout ce que j'ai entrepris, je pense que ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure ensemble, le mieux est l'ennemi du bien et au-delà de ça, tu n'auras jamais toutes les réponses et si tu les avais, peut-être que tu le ferais pas en fait. Tu vois, moi, si on m'avait dit que je bosserais autant, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, mais alors avec chez Didi, je pense que là, on frôle un niveau catastrophique de boulot. Et si on m'avait dit ça, je suis très fatiguée aujourd'hui, mais tu vois, si on m'avait dit que j'allais bosser autant, peut-être que je me serais dit non, oublie, enfin, tu vois, tu vas pas avoir assez de. Ou tu vois, peut-être des freins que j'ai rencontrés pendant ce truc-là et que j'ai identifiés après coup. Si je les avais identifiés avant, j'y serais peut-être pas allée. Donc finalement, c'est bien, tu vois, ces gens, moi j'en rencontre. Bah, tu vois, par exemple, le jour où les meubles ont été livrés, moi, la moitié rentrait pas dans l'ascenseur, je suis au 6e étage. Donc là, tu te retrouves avec 25 colis de meubles qui pesent 3 tonnes et tu te dis, d'accord. Donc, c'est rien, si tu veux, en soi, c'est anecdotique. Mais quand tu multiplies par X, tu arrives à des choses où tu te dis, bon, voilà, quoi. Ou, tu vois, par exemple, moi, j'ai signé le bail locatif en avril 2017 pour ce lieu. Et en fin juin, tadam, on a eu un échafaudage. Sachant que le lieu repose en grande partie sur la vue. Je t'invite à venir quand tu veux pour voir. Ouais. On a une super belle vue magnifique sur les toits de Paris. Et c'est aussi ce qui plaît dans ce lieu-là, si tu veux. C'est que c'est assez apaisant comme vue. Et c'est évidemment ce qu'on vend aussi à nos clients. Si tu veux, quand on organise un événement chez Didi, on dit que bien sûr... Ça doit être la panique. Ouais. Et là, si tu veux, tu vois l'échafaudage. Et tu te dis, mais c'est une blague, j'ai jamais été prévenue, le proprio m'avait pas dit. On dirait un truc dans un film un peu. C'est horrible, c'est horrible. Donc ça, par exemple, l'échafaudage est quand même resté de fin juin à mi-septembre, je crois. Donc on a eu quand même beaucoup d'événements, à part au mois d'août où tout le monde est parti. Mais si tu veux, moi, c'était l'ouverture du lieu. Et tu sais très bien que t'as pas le droit de te planter. C'est-à-dire que l'ouverture, c'est crucial. Et là, tu te dis, ok, donc j'ai un échafaudage, voilà. L'ascenseur, il est tombé en panne un nombre incalculable de fois. Et tu vois, tous ces trucs-là, en fait, tu te dis... Tu vois, on en parlait avec mon mec la dernière fois, c'est assez marrant. Il me dit, faut que tu relances le proprio et sur l'ascenseur qui devait être, là, il est totalement refait, si tu veux, remis aux normes. Et il devait être livré le 3 mars, puis le 15 mars. Là, il doit être livré aujourd'hui. Donc, on va tous toucher du bois, n'est-ce pas, pour qu'il soit livré, puisque demain, j'ai un gros événement avec une 30aine de personnes dans le lieu. Et évidemment, si tu veux, la cliente, elle nous met la pression parce qu'elle nous dit, moi, je veux un ascenseur, vous êtes au 6e, les gars, il n'y a pas moyen, tu vois. Et donc, toi, bien sûr que tu as envie d'avoir un ascenseur, déjà pour toi, parce que tu montes quand même à pied tous les jours depuis 1 mois et demi. Et en même temps, tu vois, c'est beaucoup de stress parce que moi, j'appelle le proprio qui me dit qu'il n'est pas responsable du truc parce que c'est la marque d'ascenseur, tu vois, l'ascensoriste qui gère, etc., etc. Et mon mec me dit, il faut que tu lui envoies une lettre en recommandé et que tu le mettes en demeure, etc. Et je lui dis, mais moi, je déteste le conflit. C'est quelque chose qui me pèse beaucoup, tu vois. Et je lui ai déjà fait une mise en demeure au proprio, justement pour l'échafaudage et pour d'autres problèmes qu'on a eu en juin. Et c'est dur, en fait. Si tu avais su que ce serait difficile. Voilà, mon mec m'a dit, en particulier sur ce point-là, tu vois, tu me demandes un exemple, il me dit, mais est-ce que tu l'aurais loué, ce lieu, si tu avais su tout ça? Et franchement, non, je l'aurais pas loué. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est bien de finalement pas avoir les réponses à tes questions. Exact. Pas toutes. Faut pas se lancer. Je dis pas qu'il faut se lancer bille en tête, parce que tu vois, aujourd'hui, il y a une espèce de grosse tendance de fond qui dit réalise-toi, just do it, l'entrepreneuriat c'est génial. Alors oui, c'est génial l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, dans mon entourage, j'ai plein de copains qui sont entrepreneurs et qui y arrivent très bien. J'en ai d'autres qui se sont lancés un peu, tu vois, en se disant ok, j'y vais un peu bille en tête et ça marche pas toujours.
Et puis, il y en a plein d'autres qui sont salariés, qui sont très contents d'être salariés. Et je pense que c'est bien aussi, tu vois, de pas toujours décrédibiliser le salariat. Tu as des gens qui sont salariés et qui sont très heureux, quoi. Et d'autant c'est bien. Quand on t'écoute, tu t'es pas lancé, toi, directement. Tu as Non. mis hyper longtemps avant Mais de te bien lancer. sûr, clairement. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que tu travaillais pas au McDonald's. Non. Tu travailles dans un truc qui est quand même finalement en rapport assez étroit avec ce que tu fais actuellement. Bah parce qu'ils sont venus me chercher. C'était les belles plus, histoires des internets au début, tu sais. Mais du coup, ouais. Tu vois, quand je te demandais qu'est-ce que une personne peut commencer à faire, c'est vrai que je pense que la réponse c'était peut-être pas se lancer tout de suite. Ouais, genre quitter. Moi, je pense que c'est jamais une bonne idée ce truc-là, tu vois. Ouais. Parce que tant que t'as pas essayé de faire le truc quotidiennement pendant un certain temps, en tout cas, tu peux pas vraiment savoir si t'aimes bien, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu peux pas savoir parce que t'es dans un fantasme de. Moi, je croyais que j'avais trop envie d'avoir une boîte et de gérer ma boîte. T'as ce fantasme-là, t'as le fantasme de ce que tu peux voir ou de ce que tu veux voir. Typiquement, Instagram, pour ça aussi, c'est souvent décrié. C'est-à-dire que moi, évidemment, que je montre plutôt les moments sympathiques de ma vie parce qu'en plus, je suis quelqu'un, encore une fois, d'optimiste et je suis pas quelqu'un à ruminer le négatif et surtout, le négatif, j'estime que j'ai pas envie de le diffuser, de le propager, si tu veux. Donc, typiquement, quand je suis en galère, tu vois, là, par exemple, avec la CIPAV, j'étais en galère en début d'année. Je me suis pas amusée à faire 50 stories sur le sujet parce que déjà, un, ça regarde que moi. Et deux, je me suis dit, enfin, tu vois, ça n'intéresse pas. Bon, je m'amuse de temps en temps quand je dois faire mes factures, tu sais, je mets un tas de factures pour rigoler en mode, putain, aidez-moi, sortez-moi de là. Mais voilà, je suis quelqu'un qui partage plutôt le positif. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui voudrait se lancer et qui se dirait, je fantasme, comme tu le dis, l'entrepreneuriat parce que ça a l'air super séduisant. Et en plus, ce que je vois de l'entrepreneuriat ici ou là me donne vraiment envie. C'est très dangereux parce que finalement, tu occultes un peu toute la réalité qui fait que, ben ouais, avoir une entreprise, c'est super difficile en fait. Pour moi, c'est un vrai défi au quotidien. Ouais, puis même tout travail, je pense à. Enfin, tu vois, ce qui est marrant, par exemple, c'est les photos des digital nomades qui sont en MacBook sur la plage. Et j'ai un pote qui dit toujours qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur la plage, quoi. Ouais. Donc clairement, les mecs sont pas en train de travailler, ils sont juste en train de prendre une photo Mais pour oui, la mettre sûr. sur Instagram, tu vois. Bien sûr. Et moi, c'est pareil, mes journées, tu vois, j'adore faire des interviews, c'est ce que j'aime bien dans Nouvelle École, mais en fait, je passe plein de journées à juste envoyer des mails pendant 5 heures et à recevoir aucune réponse. Ouais. C'est vraiment aucune réponse. Genre, vraiment, horrible. Genre, j'ouvre mes mails tous les jours et je me dis, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Refresh. Et personne n'a répondu, mais vraiment personne. Horrible. Et tu sais, je me dis, et maintenant, j'ai appris que ça faisait partie du truc. Et qu'en fait, si tu fais juste confiance au processus quotidien d'envoyer des mails, il y a forcément un moment où les gens viennent, tu vois. Et puis, chaque semaine de plus, enfin bref, m'aide. Mais je pense qu'en effet, ça, c'est le genre de truc, tu peux pas le savoir, quoi. Non. Tu peux juste te dire, ah, trop bien, il fait des interviews, ou trop bien, elle reçoit des produits gratos, elle fait des stories, etc., tu vois. Ah ouais. Mais il y a toute la partie. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que tu vois, pour répondre à qu'est-ce qu'on dirait à toi ou moi, à quelqu'un qui voudrait se lancer, il faut pas se lancer bille en tête parce que je pense que c'est une très mauvaise idée. Il faut quand même mesurer un maximum les risques, donc tes revenus, comment tu vas payer ton loyer, etc. Et à la fois, faut peut-être accepter de lâcher prise un petit peu et de se dire, j'ai pas la réponse à toutes mes questions, mais je vais y aller, je vais essayer. Donc, tu vois, moi, j'avais posé un 4/5e au bureau. Ça me permettait d'avoir plus de temps pour mon activité, d'essayer de projeter un peu plus loin, tu vois, ce que j'avais envie de faire. Et le 4/5e, ça a été difficile parce que, évidemment, tu gardes 100% de ton travail, mais on t'ampute de 20% de ton salaire, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et du coup, tu as des horaires un peu fous. Mais néanmoins, ça m'a quand même permis de dégager un peu plus de temps pour le blog et les activités liées au blog. Et ça m'a permis de tester un peu plus loin, de voir si ça marcherait. C'est ça que tu dis, c'est de tester. Je crois que l'important, c'est de, comme tu dis, libérer. Enfin, tu libères de l'espace, en fait, pour le projet, sans y mettre là. Je crois que moi, le truc que j'ai beaucoup fait qui m'a empêché souvent de lancer les choses que j'avais envie de lancer, c'est l'attente par rapport à ce que tu vas lancer. Tu vois. En fait, quand t'es gamin, tu te dis jamais, quand tu commences par exemple à jouer de la guitare, tu te dis jamais comme ça, en plus dans 2 ans j'aurai un groupe et je ferai des concerts et peut-être qu'on peut gagner X euros par mois, tu vois. Ça. Tu te dis pas du tout ça, tu te dis juste ah trop bien, je vais faire de la guitare et en fait c'est ça que tu perds un peu parce que maintenant pourquoi tu le perds? Parce que t'as pas un loyer à payer quand t'as 8 ans et que tu te mets à la guitare et que tu vois, il y a aussi une réalité. Ouais, mais genre comme tu dis, tu peux avoir un loyer à payer et au lieu par exemple de regarder, je sais pas, Family Guy, tu peux jouer 20 minutes de guitare, tu vois. Donc en fait, tu as toujours de l'espace à trouver quelque part. Oui, bien sûr. Toujours. Ah, mais ça, c'est évident. Mais tu as quand même une réalité économique, tu vois, quotidienne, que tu es obligé d'envisager. Je crois que pour moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt sociale, la pression qu'économique, parce que... Bon, elle est double.
Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle est sociable. Tu vois, moi, j'ai un petit sujet en ce moment, c'est que j'approche de la quarantaine et je suis toujours locataire, toujours dans 2 pièces. Je peux pas acheter. J'ai pas de projet d'achat. Voilà. Et quelque part, je me dis, ouais, bon, je suis un peu loin, tu vois, dans le sens socialement parlant, je suis pas très établie, on pourrait dire. Et à la fois, je me dis, et pourquoi je réagis comme ça, tu vois? Est-ce que j'ai besoin de plus? Alors oui, j'aimerais bien un 3 pièces pour mettre un peu plus de bordel, mais en vrai, cet appart, il est cool, il est petit, mais il est cool, je m'y sens bien, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, tu vois, où je me compare forcément à des amis qui vont plus loin que moi, en tout cas, tu vois, économiquement parlant. Et c'est bien de se recentrer aussi sur la vraie valeur des choses. En vrai, est-ce que j'ai besoin d'un appart plus grand pour être plus heureuse? Je suis pas sûre. Non, puis sans doute que tes amis qui sont propriétaires, quand parfois ils te voient, ils te disent oh là là, mais trop bien, ouais, sa peut-être. vie elle est libre et tout ça, tu vois. Donc je pense que, mais ça c'est plus général, tu vois, 36-15 philo. Non, mais je me dis, c'est plus des réflexions qui sont amenées aussi par des lectures que j'ai pu faire en développement personnel. Tu vois, moi, je suis très fan aussi de Pierre Rabhi, qui est pas du tout développement personnel, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça participe de la recherche de sens global, en tout cas. Voilà. Et tout ça pour dire que quelqu'un qui voudrait se lancer, t'as une double réalité économique qui est effectivement celle qu'on vient d'évoquer et que tu peux apprendre, dont tu peux apprendre à te détacher. Si tu en as envie, hein. Après, t'as des gens très matérialistes et c'est pas très grave. Et l'essentiel, c'est de savoir qui tu es en fait. Et ça, c'est important, tu vois. Ouais, non, le problème, c'est si tu crois que tu devrais être en train de faire un truc et que tu le fais pas. Voilà. C'est ça le souci. Exactement. Et la deuxième réalité, c'est que malgré tout, tu vois, j'ai mis du temps à quitter mon job. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'était pas une souffrance, c'était un job intéressant dans l'absolu. J'aimais bien l'équipe avec laquelle je travaillais. Voilà, enfin, il y a quand même plein de choses positives. Les choses sont rarement toutes blanches ou toutes noires, si tu veux. Et c'est ça aussi qui peut faire la difficulté, tu vois, des décisions que tu as à prendre. Mais j'ai mis aussi du temps parce que je me disais, j'ai des charges quand même, tu vois, au quotidien. J'ai un loyer, je dois manger, j'aime bien m'acheter des fringues, j'aime bien voyager. Et donc, il y a un moment, tu es quand même obligé de l'entrer tu vois, de faire entrer tout ça dans l'équation. Et donc, ça peut quand même te freiner dans tes projets entrepreneuriaux. Ouais, mais je suis pas sûr parce que pour toi, je sais pas si ça s'applique parce que même si tu avais cette pression économique qui t'a fait rester à ton travail longtemps, en fait, tu l'avais déjà lancé ton projet depuis longtemps. Oui. Et en fait, c'est justement le fait de pas avoir mis de pression dessus, genre ce projet doit me faire vivre, etc. Ou ce projet doit me rendre hyper stylé du jour au lendemain. C'est ça qui t'a permis de le faire en fait pendant longtemps jusqu'au jour où c'était assez gros pour que tu te dises ok, j'y vais. Ouais, et je pense que le problème, c'est de se dire demain, tu vois, par exemple, tu prends un ukulélé, pour apprendre le ukulélé, tu te dis demain, je dois être trop crédible socialement en faisant que du ukulélé, tu vois. Alors que c'est impossible. Ouais. Tu peux pas te dire, ça va te prendre hyper longtemps. Donc en synthèse, tu dirais qu'il faut avoir toi des objectifs réalistes. Non, même pas. Non, en synthèse, je dirais qu'il faut justement dégager de l'espace, comme tu disais, de l'espace, j'aime bien ce mot, pour explorer le truc, et en essayant justement de s'affranchir de toutes les autres considérations. Il faut essayer de re-être un gosse, en fait, tu vois. De refaire le truc juste parce que c'est marrant. T'amuser, quoi. Ouais, t'amuser, exactement. Parce que si tu t'amuses assez, pendant assez longtemps, il y a un moment où tu deviens bon, tu deviens compétent et tu prends confiance dans le truc. Et donc, pas te laisser bouffer trop par les contraintes, quelles qu'elles soient. Ouais. Tu vois, genre... c'est surtout psychologique, je crois. Ouais. De toute façon, tu pourras pas payer ton loyer avec le ukulélé a priori du jour au lendemain, tu vois. Ouais, faut voir. Ou alors vraiment. Si t'es vraiment bon, tu vois. Ouais, faut vraiment se chauffer et être beaucoup. Mais ouais, je crois que c'est même surtout la contrainte de. La pression psychologique, je pense surtout qui est vraiment forte. Il faut que je sois crédible. Ouais, et puis au-delà de ça, tu vois. ouais, c'est exactement ça. Tu vois, moi, quand je suis partie de chez Cosmo, donc CDI, beau poste, bon groupe, bon job, voilà. Mon père me l'a pas dit à moi directement. Il l'a dit à ma sœur, qui me l'a répété quelques années. Ça fait pas 20 ans que je suis partie de chez Cosmo, mais elle me l'a répété un peu. Elle savait que ça me blesserait pas, en fait, quand elle me le dirait. Ce qui était hyper important. Il a dit à ma sœur, ta sœur se gâche. Parce que mon père, c'est un papa qu'il a envie que sa fille soit bien dans sa vie, et, tu vois, soit autonome et soit épanouie. Et que pour lui, ça répond à des schémas, si tu veux, qui lui parlaient à lui, déjà par rapport à son époque, et puis au-delà de ça, par rapport à ses convictions et à sa vision de la vie. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Faut pas trop non plus se laisser grignoter en fait par justement l'autre au sens large. Et parce que l'autre est pas toujours de bons conseils, parce qu'il va projeter sur toi ses propres peurs et ses propres angoisses. Et tu vois, moi c'est vrai que quand j'ai exposé mon projet à mes parents, ils m'ont encouragé clairement, tu vois. Et encore une fois, ils m'ont aidé à financer une partie de mes projets. Mais
Mais tu vois, je sentais aussi beaucoup de peur de leur part. Et c'est compliqué parce que t'as pas envie de leur faire peur à tes parents et t'as pas envie, encore pire, de les décevoir. Donc, il faut que t'arrives à te protéger en fait de tout ça et à te dire, c'est pas grave. Tu sais quoi, l'essentiel, c'est d'être aligné avec moi-même, ce qui est déjà une sacrée performance et tu vois, un sacré défi. Ne pas avoir peur en fait de donner corps à tes envies. Eh ben, merci Oh là beaucoup. là, le truc de fou, quoi. T'as vu comment j'ai fini l'épisode, là? J'adore. Maintenant, j'essaie de penser à faire ça, tu vois. Je me dis, dès qu'il lâche une punchline, bam, stop. Merci beaucoup, Delphine, merci d'être venue sur Nouvelle École. Enfin, Delphine, Didi, Paris, je sais pas comment. Comme tu veux, comme Delphine, on veut. Didi. Les gens qui écoutent, où est-ce que tu voudrais qu'on les envoie? Physiquement ou virtuellement? Les deux sont possibles. Où ils ont envie d'aller, c'est important déjà. Mais moi, je suis beaucoup sur Instagram, j'adore les stories. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ok, donc je mettrai ton... Voilà. C'est Didi Paris, ça? Ouais, exactement. Donc je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Super. Puis merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Antonin. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.